troisième épisode de notre série Enjeux. On va s'intéresser au vol autonome et ses défis pour demain, défis sécurité, environnementaux, défis de partage de l'espace aérien, entre autres. On en parle aujourd'hui avec François Chopard. Bonjour. Merci beaucoup Bonjour. d'être avec nous. Vous êtes le fondateur et le PDG de Starbus, qui est un cabinet de conseil en management aéronautique, un accélérateur aussi international, spécialisé dans les startups du secteur de l'aérospatial et de la défense. Oui. Donc votre rôle, c'est vraiment de faciliter la mise en relation entre ces startups et ces grands groupes pour qu'elles puissent grandir et prospérer. Alors on aurait dû avoir avec nous un représentant de CAPS, mais bon, il n'est pas venu. Voilà, tant pis. Ça ne nous empêchera pas d'évaluer un petit peu ce qui se passe dans ce domaine, parce qu'on parle beaucoup, et j'en fais partie, j'ai beaucoup parlé des vols autonomes, des taxis volants, en imaginant qu'on se rapprochait de l'échéance. Et j'ai comme l'impression qu'on est plutôt en train là de reculer sur ce sujet. En tout cas, on a eu les Jeux Olympiques 2024 qui étaient censés mettre à l'honneur ces nouveaux modes de transport. Et puis, badaboum, finalement, Volocopter n'a pas pu effectuer ces transports de passagers en Île-de-France à bord de ces taxis volants. Donc, projet abandonné. Alors, je dis catastrophe. Je ne sais pas, est-ce que c'est une catastrophe? Est-ce que c'est un recul? C'est un mauvais signal? Comment vous l'interprétez? C'est vrai que c'est un état de la technologie qui fait que ces véhicules ne sont pas certifiables en l'état. Et on en parle depuis le début. Moi, c'est toujours ce que j'ai dit. J'investirai dans ce genre de véhicule une fois que la certification, le processus de certification tel qu'il est défini par la FAA aux États-Unis ou l'EASA en Europe sera clairement établi. Ce qui n'est toujours pas le cas. Comment vous l'expliquez? Mais on l'explique et pour avoir longuement discuté avec les inspecteurs de l'FAA, on essaie de certifier 3 choses en même temps. Premièrement, un nouveau système énergétique. Donc on parle de carburant à de l'électricité et des batteries. Ouais. Le premier élément. Deuxièmement, un nouveau système de propulsion. On a des moteurs électriques avec une architecture qu'on appelle distribuée. C'est-à-dire au lieu d'en avoir un ou deux, on en a 5, 6 répartis sur tout l'aéronef. Et ensuite, on essaie de rajouter par-dessus ça le vol autonome qui n'existe nulle part ailleurs. Et donc, les autorités, ce qu'elles expliquent, c'est qu'elles savent faire une étape après l'autre, mais pas tout en même temps. Ouais. Et donc, on revient dans ce paradigme où par quoi on commence. Et là, quand on regarde les différents acteurs qui sont maintenant quasiment plus que des acteurs américains, en tout cas correctement financés, on voit que on enlève la caractéristique autonome, donc on remet un pilote. Ça, c'est la première étape. On ne va pas changer l'architecture distribuée, mais on est en train de regarder pour remplacer les batteries qu'on avait imaginées au départ par un système plutôt hybride avec une turbine alimentée par du carburant qui génère de l'électricité pour alimenter les moteurs. Alors justement, si on précise un peu de quoi on parle exactement, parce que quand on adresse le sujet, par exemple, des taxis volants, on voit des espèces de grands drones. Qu'est-ce que aujourd'hui, vers où on se dirige comme nouveau mode de transport et comme aéronef autonome? Alors, ce qui est intéressant, vous faites bien de le dire, sur ces aéronefs et leur architecture, on était parti il y a une dizaine d'années sur des architectures extrêmement différentes. On l'a bien vu, un volocoptère, une petite cellule, une vingtaine d'hélices, pas d'ailes, d'une part. On a vu avec l'Ilium. Avec donc ce décollage, atterrissage vertical. Voilà, le principe, c'est qu'ils sont tous en décollage et atterrissage vertical. Caractéristique de ces nouveaux aéronefs, oui. Donc on a vu Volocopter avec cette architecture, on en a vu un autre avec l'Ilium, toujours en Allemagne, où là, cette fois, on a des tout petits moteurs intégrés dans les ailes, et des ailes qui bougent pour faire varier le flux et pour décoller en mettant le flux vers le bas, et puis en route en mettant les ailes à plat. Donc ça, c'était des nouvelles architectures assez innovantes. Et puis des architectures un peu plus classiques, on le voit avec Archer aux États-Unis, à Los Angeles, ou Joby à San Francisco, où là, on s'apparente plus de l'hélicoptère, la forme de l'hélicoptère. On n'a pas 2 pales, mais on a 4 ou 5 hélices pour monter. Et puis ensuite, on a d'autres hélices à l'horizontale, qui elles sont là pour pousser et qui ont 2 fonctions bien différentes.
Alors, vous avez évoqué des projets aux États-Unis. Il y a déjà des vols aujourd'hui, Mmh. voilà, pas en Europe, mais ailleurs dans le monde. On est en train de prendre du retard parce que bon, on sort on est dans le salon du Bourget. Où, historiquement, en tout cas, on a l'impression depuis quelques années, c'était un sujet qui était de plus en plus présent, qui Mmh. montait. Et là aussi, beaucoup moins de lumière hein, sur ces nouveaux modes de transport au salon du Bourget. Est-ce qu'en France, en Europe, on est en train de prendre du retard, selon vous? Alors, prendre du retard, honnêtement, je pense pas. Effectivement, les 2 acteurs européens qui étaient, à la pointe, que ce Lilium et Volocopter, ont dû arrêter leurs opérations par manque de financement. Alors que Joby et Archer aux États-Unis, eux, continuent à lever de l'argent. Les 2 sont cotés en bourse, si je ne m'abuse, et continuent leur développement. Donc, effectivement, les entreprises européennes, sont moins présentes que les entreprises américaines. Ce qui est intéressant de voir Parce que aussi. moins financé, c'est ça que vous nous Et dites? oui, du coup, moins On a financé. toujours ce même problème dans Et, l'écosystème de l'innovation. et donc, avec des entreprises qui s'arrêtent. Hein. Ouais. Ce qui est intéressant de voir, si on parle de financement, c'est que ces entreprises américaines, que ce soit Joby, est largement financé par Toyota, hein, acteur japonais. Archer, largement financé par Stellantis. Est-ce que Stellantis est français, italien, mais alors en tout cas certainement européen. Européen, oui. Donc ces 2 entreprises américaines sont quand même financées par des fonds non américains. Hein. Donc ce qui est intéressant Oui, et paradoxal. Hein. effectivement. Ouais. Mais en tout cas, quelle que soit l'origine des fonds, force est de constater qu'ils sont meilleurs que les Européens pour enlever. Hein. Et ça peut s'expliquer par une approche un peu plus conservatrice hein, en termes de design. Archer, ce qu'on voit, c'est qu'ils sont en train de se déplacer vers des applications plutôt militaires et de cargo, où là, il y a non seulement des financements et une régulation un peu plus souple, hein, donc qui leur permettent d'avancer. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que la seule entreprise dont le véhicule est certifié est une entreprise chinoise, certifiée par l'entité, l'autorité chinoise, Ouais. et qui s'appelle Yang, hein, qui était présente au salon du Bourget. Alors c'est un véhicule qui fait un peu peur, c'est un seul îlot. Alors, on a une vidéo, on va peut-être la voir. Ouais, ouais. On met un seul passager entouré d'hélices de tondeuses à gazon. Je caricature, mais qui sont tellement proches du passager que si jamais il y a un problème, je pense qu'il se fait découper en morceaux. OK. Néanmoins, c'est celle qui était certifiée, qui vole et qui vole beaucoup en Chine. Bon, alors il y a quand même un sujet d'acceptation culturelle, aussi d'équipement de la ville. Il y a pas que des freins aujourd'hui techniques ou réglementaires. Aujourd'hui, si, effectivement, on pourrait. La question d'après, une fois que ces véhicules sont certifiés, sont capables de voler, c'est dans quelle mesure le public va l'accepter. C'est ça. Hein. Mais il y a eu énormément de travail qui a été fait sur les hélices. Et donc, c'est des hélices, alors sans rentrer dans la technique, mais grosso modo, qui font moins de bruit. Et donc, on peut penser qu'en zone urbaine, ça fera beaucoup moins de bruit qu'un hélicoptère classique. Néanmoins, à part peut-être dans les pays européens, l'hélicoptère est extrêmement accepté partout dans le monde. Mm. Le deuxième plus gros hub d'hélicoptères, c'est à Sao Paulo. Il y en a 400. Il y en a plus de 1000 dans le Golfe. Bon, donc. Mais alors sur cette quête d'autonomie, parce que on voit les progrès fulgurants en matière d'intelligence artificielle, on se dit que la voiture, elle est quand même depuis de nombreuses années, elle progresse aussi sur la question du pilotage autonome. Là, on va être sur des trajets qui vont être peut-être plus simples à rendre autonomes parce que ça se passe dans les airs. Est-ce que cette piste, elle est totalement abandonnée selon vous, sur l'autonomie du pilotage? Alors, c'est intéressant, hein, quand on parle d'autonomie de pilotage. Aux États-Unis, il y a quelques avions de la marque Cirrus, qui est un constructeur américain possédé par des Chinois, où quand le pilote a un problème, on appuie sur un bouton et l'avion se pose tout seul. Hein, où que soit l'avion, il détecte l'aéroport le plus proche et il fait tout l'atterrissage et j'en parle d'autant plus que je suis pilote, j'ai piloté ces avions aux instruments. Donc la question du vol autonome, c'est plus vraiment une question. Hein, et c'est beaucoup plus facile de faire voler un avion ou un hélicoptère de manière autonome dans le ciel que sur la route. La raison est simple, hein, c'est que le ciel est, on va dire, quasiment vide. Certes, autour des gros aéroports, il y a un peu de congestion, mais partout ailleurs, c'est vide.
Donc vous dites c'est quasiment plus un sujet technologiquement. Non, et on le voit même pour les avions commerciaux, dès l'instant. Pourtant, aujourd'hui, on n'a aucun vol 100% autonome en, en activité. Et il y a quand même cette inquiétude. Alors, je ne sais pas si vous êtes pilote, je pense qu'il y a une question aussi d'acceptabilité de la part Des passagers. des pilotes et des passagers. Et puis, il y a cette inquiétude quant aux cyberattaques, parce qu'on en parlait en ouverture de l'émission. Bah, plus un vol est autonome, plus il y a un risque d'attaque dessus. Ça peut être un frein quand même, ça. Aujourd'hui, ça ne l'est pas. Ouais. Toutes les pseudo-cyberattaques qui ont été déclarées, ils se sont rendus compte que finalement, ça n'en était pas. Donc l'avion est extrêmement protégé. Et mes collègues de Thales pourraient en parler mieux que moi, mais que ce soit les liaisons satellites ou l'accès au calculateur est très protégé. Bon. Donc ça reste du cinéma, ce qu'on voit aujourd'hui. C'est pas encore d'actualité. J'espère que ça ne le deviendra pas, mais c'est plus. Ouais. Comment vous voyez là sur l'année 2025-2026, comment vous voyez les choses évoluer là en matière de nouvelles mobilités urbaines, de taxis volants, de vols autonomes? Vous pensez que on va encore marquer le pas? Ben, une fois que il y a un sujet dont on n'a pas abordé, c'est les batteries. Hein. Les batteries, on pensait qu'elles auraient une évolution supérieure, enfin une évolution dans leur performance qui s'est révélée vraie dans le domaine de l'automobile. Hein. C'est-à-dire que les batteries sont devenues beaucoup, beaucoup moins chères. On a un petit peu de gain de densité, donc les trajets en véhicules terrestres ont légèrement augmenté, mais par contre, sur la densité des batteries pour ces véhicules aériens, ça reste une progression lente. Ouais. Et donc, ça veut dire que ça limite les trajets, pas aller très loin. Ça limite les trajets, d'autant que les organismes de certification imposent 15 minutes de sécurité à l'arrivée en cas de problème, une utilisation des batteries d'une certaine manière, ce qui fait que le vol, et c'est pour ça qu'ils sont partis certifiés, une des raisons pour lesquelles ils ne sont pas certifiés, mais le vol réel dont on pourrait bénéficier, c'est entre 10 et 15 minutes. Oui. Donc ce qui est extrêmement faible et qui limite les déplacements. Mais on voit que certains acteurs sont en train de transformer ces batteries en une énergie hybride, donc à base de carburant. Et donc à partir de ce moment-là, on va revenir à des performances un peu plus standards et une capacité de vol bien meilleure. Donc on peut espérer qu'à partir de ce moment-là, en remettant un pilote, ça devrait... On remet un pilote, on remet un peu d'essence et Ouais. c'est ça. Bon, merci beaucoup François Chopard de nous avoir éclairé sur ces enjeux pour les vols de demain, la mobilité de demain dans les airs. Voilà, et on regrette l'absence de Paul Cassé à nouveau. Merci encore. On passe dans Smart Tech à l'actualité autour des cryptos.